Cher Bernard Friot, je vous remercie d'avoir répondu positivement à mon invitation il y a quelques mois et d'être présent ce soir au Salon Toutard. Lorsque nous sommes venus au téléphone en février, alors que je vous expliquais ce qu'était le Salon Toutard, vous m'aviez demandé en riant « Vous bénéficiez du salaire à vie pour trouver le temps de faire ça ?» Malheureusement, l'absence de salaire à vie et ce faisant l'obligation d'être présent ce soir au travail m'empêche de vous accueillir dans notre lieu. Je le regrette et j'espère que nous aurons d'autres occasions. Vous êtes ce soir au Salon Toutard, un lieu que nous avons fondé il y a un an grâce aux dons, aux prêts et au soutien de toutes celles et ceux qui ont bien voulu croire qu'une telle utopie était possible. Associatif et en marge, autant que cela est possible, de l'emprise de la production capitaliste, de son idéologie, de ses chimères, nous essayons ici de faire autre chose que ce que les institutions universitaires, militantes, culturelles et artistiques proposent classiquement. Mêlant les savoirs et les pratiques, nous tâchons de donner la preuve par l'exemple que des formes nouvelles d'organisation marginale sont possibles et espérons autant qu'autant de contre-lieux comme le nôtre puissent émerger et tenir tête à notre époque. Merci d'être avec nous ce soir, votre présence nous est chère parce que vous faites partie des intellectuels, des penseurs qui appuient et soutiennent sans relâche l'affirmation positive du communisme et de l'humanisme radical qui le sous-tend. Alors cher Bernard Friot, bienvenue au Salon Toutard. Merci. Bernard Friot, vous êtes sociologue et économiste, professeur émérite à l'Université Paris-Nanterre. Vous êtes également membre du Parti communiste français depuis les années 70 et fondateur du réseau salariat en 2010. Depuis plus de 20 ans, à travers une série de livres, Des puissances du salariat en 1998, Au communisme qui vient, coécrit avec Bernard Basseur et publié aux éditions La Dispute en 2024, vous développez une vision originale du communisme, orientée par une théorisation nouvelle du travail et du salariat. Car en effet, si dans la théorie marxiste traditionnelle, le salariat est envisagé surtout du point de vue de l'exploitation, dans laquelle le prolétaire voit son surtravail converti en survaleur au profit du capitaliste, comme l'a démontré Marx en Capital, vous montrez au contraire qu'il est possible d'établir une conception émancipatrice du salariat, à travers ce que vous avez nommé le salaire à la qualification personnelle, parfois simplifié en salaire à vie. La théorisation de ce salaire à vie, entendu comme un attribut de la personne et non de l'emploi qu'elle occupe, vous a poussé à élaborer une autre conception du travail. Et à ce titre, vous vous êtes illustré au moment des différentes batailles pour les retraites, en démontrant que contrairement au discours dominant, qui voudrait que ne soit considéré comme du travail que les activités inscrites dans l'ordre économique en place, il faut entendre le travail de manière plus large, sinon hegelienne, en y intégrant toute activité humaine de transformation de la nature. En ce sens, les retraités travaillent, au sens plein et entier du mot, même si la valeur produite par ce travail n'est ni accaparée ni comptabilisée par l'ordre capitaliste. Pour prendre un autre exemple qui fait écho aux travaux de philosophes féministes, le travail domestique est aussi du travail souvent non rémunéré qui a dû être assumé par les femmes. Sortir le travail de son cadre capitaliste, c'est donc sortir du travail aliéné, car ce qui définit le capitalisme selon vous, ce n'est pas seulement l'exploitation, mais la dépossession des travailleurs de leur propre travail, c'est-à-dire l'aliénation. Vous reprenez ici Marx dans la critique de l'économie politique, en affirmant que l'on ne subit pas seulement une subvention formelle, mais bien une subvention réelle du travail par le capital. Dès lors, pour vous, le communisme n'est rien d'autre que la conquête de la souveraineté réelle sur le travail. Il ne s'agit pas simplement d'une meilleure redistribution des richesses ou d'un renforcement des droits sociaux, mais d'une transformation radicale des rapports sociaux. En ce sens, votre proposition du salaire à vie ne relève pas d'un réformisme timoré, comme cela pouvait être le cas du revenu universel, qui est la roue de secours du capitalisme, mais d'un véritable projet révolutionnaire, une sortie du capitalisme par l'affirmation et l'extension des conquêtes déjà existantes du salariat, notamment celles issues du régime général de la sécurité sociale depuis 1946. Bref, loin d'une utopie lointaine ou abstraite, votre communisme s'ancre dans le réel, dans les institutions et dans les luttes, ce qui en fait une utopie concrète. Vous invitez ainsi à repenser la stratégie révolutionnaire, non pas comme une rupture ex nihilo, mais comme un processus d'émancipation qui s'appuie sur des victoires existantes pour en faire des leviers de sortie du capitalisme. C'est dans cette perspective que vous défendez l'idée d'une souveraineté populaire sur le travail par l'attribution d'une qualification économique à chaque individu dès sa majorité, garantissant un salaire inconditionnel indexé sur cette qualification. Ainsi, il ne s'agit pas seulement de combattre le capitalisme, mais de construire dès maintenant ses alternatives en s'appuyant sur les dynamiques existantes pour imposer progressivement, par un rapport de force, un nouveau régime de production et d'existence, loin de l'illusion socialiste d'un capitaliste réformable et des impasses d'une révolution conçue uniquement comme un grand soir. Alors donc ce soir, merci d'être avec nous Bernard Friot. J'aimerais que nous ouvrions la discussion sur le déjà-là communiste, avant de parler du communisme à venir. En fait, on a l'habitude de dire que vous êtes le penseur français du communisme qui a la position positive la plus claire pour sortir du capitalisme. Alors pour commencer cette rencontre, j'aimerais vous poser la question léniniste. Bernard Friot, que faire? Comment s'orienter dans la pensée et dans l'action politique? Qu'est-ce que ce déjà-là communiste? Et qu'est-ce qui, selon vous, arrive?
Merci pour cette présentation très, très juste de mon travail et qui insiste en particulier sur ce que Marx pose comme caractéristique du capitalisme, non pas l'exploitation. Toutes les sociétés de classe, dont le capitalisme, reposent sur l'exploitation, bien sûr. C'est-à-dire la classe dirigeante ponctionne une partie de la valeur produite par la classe dominée, par les travailleurs. Ça, c'est le propre de toutes les sociétés de classe. Ça ne caractérise pas le capitalisme. C'est une société de classe, donc la classe dirigeante pratique l'exploitation du travail, ponctionne une partie de la valeur produite, mais ce n'est pas une société de classe comme l'était la féodalité, ou comme l'étaient des sociétés où c'est la religion qui est le lieu du pouvoir, ou de son expression, et où les familles sacerdotales ponctionnent, enfin envoient vers le ciel une partie, mais ponctionnent l'essentiel de la valeur apportée par les paysans au temple, où les seigneurs ponctionnent une partie de la valeur produite par les paysans, mais ils n'interviennent pas dans l'activité même de travail. Le travail il reste sous la décision des travailleurs. Ce qui définit le capitalisme, c'est l'aliénation, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'exploiter, mais il y a ce terme technique que vous avez rappelé, il y a subsomption réelle, c'est-à-dire que le capitalisme organise le travail. Le capitalisme dépossède les travailleurs de leur travail. Ils ne se contentent pas de ponctionner une partie de ce qu'ils produisent. Ils décident à leur place de ce qui est produit, de la façon dont ça l'est, de qui produit, etc. Donc là, nous sommes dans un dispositif qu'on ne peut pas combattre par le socialisme, qui n'est que la négation de cela, qui va dire, par exemple, pour éviter le chômage, interdisons le licenciement, ou bien attribuons à toutes les personnes un contrat de travail qui fait qu'il y aura une continuité du salaire grâce à la continuité du contrat. C'est les propositions, par exemple, de mon parti, le Parti communiste, qu'on appelle la sécurité d'emploi-formation. Quelqu'un qui n'a pas de contrat avec un employeur, mais il y a un contrat de formation qui lui permet de conserver son salaire. Ou à LFI, la proposition cousine de l'État employeur en dernier ressort, si quelqu'un n'a pas un contrat avec un employeur privé, eh bien une collectivité publique lui offre un contrat, mais le salaire reste soumis au contrat. Le communiste, c'est la négation de la négation, pour reprendre des termes hegeliens, et donc il s'agit de supprimer le contrat comme fondement des droits économiques de la personne. Ce qu'on comprend très bien, si l'on veut devenir souverain sur le travail, et que l'on dispose d'un salaire qui dépend du contrat qu'on a passé avec un employeur, ou si on dispose d'un salaire qui est un bénéfice de travailleur indépendant ayant passé contrat avec un fournisseur ou un client, évidemment, ce n'est pas nous qui décidons de notre travail. Bien sûr que non. Nous ne pourrons jamais le faire si notre salaire n'est pas un attribut politique de la personne. Le socialisme ne peut pas être la réponse au capitalisme, encore une fois, c'est simplement sa négation, lorsqu'il parle de remplacer le crédit privé par le crédit public, de faire un pôle public de crédit, avec nationalisation des banques et prêts qui ne relèvent pas d'une logique privée. Mais ça maintient
ça maintient l'aliénation aussi, puisque la non-décision, puisque avant même de travailler, on est endetté. Ça ne supprime pas l'endettement préalable de tout travailleur dans le capitalisme. Ça remplace, là nous sommes dans la négation, mais pas la négation de la négation, ça remplace le socialisme, encore une fois, n'est en aucun cas une réponse au capitalisme. C'est un partenaire du capitalisme, on va dire. C'est un jeu de cache-cache, ou je ne sais pas comment dire ça. Et en aucun cas, ça ne s'attaque au cœur du capitalisme, c'est-à-dire l'aliénation du travail. Donc la proposition socialiste d'un pôle public de crédit, d'une nationalisation des banques, laisse les travailleurs endettés avant même de commencer à travailler. Et comment voulez-vous être souverain sur le travail si avant même de commencer à travailler, vous êtes endetté quand on sait combien l'endettement est une technique de servitude. Donc proposer un prétendu bon prêteur parce qu'il est public, ça n'est pas du tout sortir du capitalisme, indépendamment des illusions que ça représente sur l'État. De même, la réponse socialiste à la propriété privée, c'est la propriété publique. C'est la propriété publique, c'est pas la propriété communiste, c'est la propriété publique, c'est-à-dire les nationalisations telles qu'elles ont pu s'opérer. Et dans cette propriété publique, il n'y a pas plus de pouvoir aux travailleurs que dans la propriété privée. Nous sommes, encore une fois, dans une négation, mais qui n'est pas une négation de la négation. Nous sommes dans le socialisme. En aucun cas, le socialisme nous permet de sortir du capitalisme, puisqu'il repose sur le cœur du capitalisme, enfin il ne modifie pas le cœur du capitalisme, qui est l'aliénation du travail. Et ce qui est intéressant, c'est que même mu par une idéologie socialiste qui a largement emporté, Marx a été battu dans le mouvement ouvrier, dans sa dimension social-démocrate comme dans sa dimension stalinienne. C'est Lucien Sèvres qui a bien montré ça dans sa tétralogie Penser avec Marx aujourd'hui, le tome 4 sur communisme et l'interrogation, où il regarde le communisme au XXe siècle. Il montre comment, et nous le reprenons dans le bouquin avec Bernard Vasseur. Bernard Vasseur est prof de philo, ce que je ne suis pas. Moi, je suis économiste et sociologue. Je n'ai pas la lecture aiguë de Marx qu'il a. C'est lui qui apporte tout ça dans le bouquin. Moi, je suis plutôt sur des déjà là en termes de salaire, etc. Mais Staline partage avec la social-démocratie allemande, puisque c'est Lassalle, le penseur du principal mouvement ouvrier au XIXe siècle. Et Lassalle, c'est un adversaire de Marx. Marx et Engels s'écrivent contre Lassalle. Lassalle, qui est donc le père de la social-démocratie, on va dire, de point de vue intellectuel, pose le capitalisme comme une structure de domination dont on ne peut sortir que après un grand soir électoral, d'accord, où on prend le pouvoir d'État et ensuite, à partir de l'État, on crée le socialisme. C'est le cœur de ce à quoi Marx s'oppose. Là encore, nous revenons longuement dans le bouquin là-dessus, en disant l'illusion qu'il y a dans la prise du pouvoir d'État et dans l'analyse du capitalisme comme structure qui se reproduit, dont les mots essentiels seraient reproduction, domination. Chez Marx, le mot essentiel, c'est contradiction, bien sûr. Et donc, la proximité, et donc Marx va être battu, le mouvement ouvrier de type social-démocrate va adopter
l'étapisme, comme disait Bernard Vasseur, c'est comme ça que je l'ai rencontré en lisant un de ses bouquins sur l'étapisme, c'est-à-dire 1, prise du pouvoir d'État, 2, socialiste, 3, communiste, sur un truc qui est complètement étranger à la pensée de Marx. Et Staline est sur la même position. Hein, Staline est sur la même position. La différence est la suivante, c'est que quand un gouvernement social-démocrate arrive au pouvoir d'État, au bout de 3, 4 ou 5 ans, il baisse la culotte. Hein, parce que la bourgeoisie lui rappelle qu'elle tient en otage la société, parce qu'elle continue à définir le travail. Et toutes les expériences de victoire électorale de la seule démocratie en Europe ont abouti à cette défaite au bout de quelques années. Mais du côté de Staline, qui est sur la même position, hein, là, on va avoir une dictature, mais une dictature sur le peuple, hein, puisque le peuple n'a pas commencé à sortir de l'aliénation, puisque le cœur du capitalisme n'a pas été attaqué. Il n'y a pas d'institution en capacité de sortir les travailleurs de leur aliénation. Encore une fois, l'entreprise publique, le socialisme d'État, le pôle public bancaire, le zéro licenciement, tout ça, c'est du socialisme, c'est-à-dire quelque chose qui assume finalement autrement la logique capitaliste. Jacques Bidet, un de mes collègues à Nanterre, qui est philosophe, a beaucoup réfléchi sur, c'est une autre façon de voir les choses, hein, a beaucoup réfléchi sur ce qu'il appelle les 2 dimensions de la classe dirigeante. Hein. La classe dirigeante, en fait, elle ne se résume pas à la bourgeoisie capitaliste mue par le profit. Quand on regarde, mettons, les années 50, 60, 70, le gaullisme, je sais pas quoi, moi, la décision de produire la bombe atomique, l'aménagement désastreux du littoral autour de Montpellier par des grands travaux qui ont détruit toute l'écologie du coin, la motivation n'est pas capitaliste. C'est pas, le capital va récupérer le truc dans des marchés, mais c'est pas d'abord ça qui aboutit à ces décisions, à tous ces grands travaux inutiles. C'est pas ça, c'est une autre dimension de la classe dirigeante qui en général s'exprime politiquement dans le socialisme, mais pas toujours. Il y a des hauts fonctionnaires de droite, bien sûr. Alors il appelle ça les compétents, hein, d'accord, et c'est ceux qui sont mus par la mise du savoir au service de la puissance. Et je pense que beaucoup de choses de nos sociétés capitalistes sont à expliquer, pas d'abord ou uniquement par la recherche du profit, mais également par l'instrumentation du savoir, avec une complicité énorme des universitaires. Regardez comment l'agrobusiness a pu être construit avec les chercheurs agronomes d'une production agricole totalement tueuse du vivant. Là, nous sommes dans le savoir au service de la puissance. Et là encore, hein, dans la même incapacité à affronter le cœur du capitalisme, à savoir l'aliénation du travail. Et donc, effectivement, le communisme, c'est la création d'institutions qui rendent possible la souveraineté du travail par les travailleurs. Et pour reprendre un des éléments que vous aviez également pris dans votre présentation, en général, le socialisme va se battre pour une meilleure répartition de la valeur. Il va se battre pour une bonne fiscalité. Il va se battre pour une réduction des inégalités en prenant l'argent là où il est. Il va se battre pour une taxation des super-profits. Enfin, vous voyez, là nous sommes dans...
on a envie d'écrire une variante du capitalisme. On ne l'a pas dit dans le bouquin et c'est peut-être pas assez juste comme expression. Hein. L'aliénation du travail reste entière. La définition de la valeur par la bourgeoisie reste entière. Il faut mieux répartir la valeur qui n'est pas interrogée en tant que telle. C'est sa répartition qui est l'ambition du conflit social. Là, nous sommes, encore une fois, dans une proposition qui est globalement celle de ce qu'on appelle la gauche, hein, y compris la gauche radicale. Hein. Quand on regarde les programmes du NFP, de la NUPES, on est sur ce trip-là. Le mouvement ouvrier, globalement, est étranger à Marx. Hein. C'est Lassalle et Staline qui l'ont emporté. L'astuce de Staline ayant été d'appeler marxisme-léninisme son truc. Ça a été une astuce supplémentaire, bien sûr. Voilà pour le premier truc. Si vous avez un autre, si vous voulez m'embarquer ailleurs. Hein, on a déjà pas mal d'éléments, je pense, pour saisir déjà votre pensée et puis et l'impuissance de la gauche, hein, son absolue incapacité à faire une proposition alternative à celle du Rassemblement national. C'est la première question justement que je voulais vous poser, c'était sur la question des... Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui viennent écouter, qui partagent le même constat que nous sur la dégradation écologique, économique, des conditions de vie, de l'aliénation au travail, etc. Et on diffère sur les moyens d'action ou les manières de sortir de ça. Et vous semblez dire que vous rejetez les propositions à la fois socialistes et staliniennes de prise de pouvoir de l'État. C'est pareil, non, le stalinisme c'est du socialisme, c'est l'union des républiques socialistes. Hein, disons dans la version faible socialiste, la version forte stalinienne. Les socialistes qui baissent la culotte au bout de 3 ans. Et ouais, mais c'est pas faible et fort, c'est tout ça, c'est exactement le même cadre de pensée. C'est exactement le même cadre de pensée, c'est le cadre de pensée socialiste. Qui est simplement, qui se démarque du capitalisme, c'est la négation, alors que le communisme c'est la négation de la négation, c'est tout à fait autre chose. Ouais. Mais il semblait dire que ces deux positions ont en commun de vouloir prendre le pouvoir sur l'État et de ensuite d'exercer la puissance de l'État au service d'une redistribution, d'un changement social, etc. Mais est-ce que le problème vient du fait que ce n'est pas l'État qui doit être l'instrument de mise en place du communisme, c'est-à-dire des aliénations du travail ou d'une souveraineté, ou bien est-ce que c'est l'usage qu'ils ont fait de l'État sur la valeur, sur l'économie qui pose problème? Alors là, dans le bouquin, donc le communiste qui vient avec Bernard Vasseur, c'est ça. Il n'y a pas de contribution individuelle, c'est un ouvrage écrit à 4 mains, mais c'est lui qui a apporté les éléments là, sur le déplacement qu'opère Marx dans l'analyse du pouvoir. Dans une société dont le cœur c'est l'aliénation du travail, le pouvoir c'est le despotisme de fabrique, ce qu'il appelle le despotisme de fabrique. Dis attention, plus le despotisme de fabrique est fort, plus la bourgeoisie est tout à fait prête à accepter une sphère politique dans laquelle il y a un parti anticapitaliste. Elle s'en fout, puisque le cœur de son pouvoir n'est pas mis en cause. Donc la mise en scène du pouvoir dans la démocratie bourgeoise passe par les élections, le conflit autour de capitalisme ou socialisme, enfin tout ça c'est sans problème, dit Marx, d'accord ? Puisque le cœur du pouvoir n'est pas là. Hein. Le cœur du pouvoir, c'est le despotisme de fabrique. Et il va parler de crétinisme parlementaire, hein, s'agissant des sociodémocrates auxquels il se heurte à son époque. Donc il y a un déplacement du lieu du pouvoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour l'État ? Ça ne disqualifie
ni les batailles électorales, ni la prise du pouvoir d'État. Mais ça ne se joue pas comme la social-démocratie ou le stalinisme, ces deux cousins, qui ont hélas investi tout le monde ouvrier au XXe siècle, le préconisent. La victoire électorale, elle est nécessaire pour inscrire dans la loi les conquis forcément locaux et par le bas de la prise du pouvoir sur le travail. Donc il faut des victoires électorales. Mais cette victoire électorale est inutile, voire totalement contre-productive quand on sait ce qu'a donné la gauche plurielle sous Jospin par exemple, où il y a une victoire électorale qui a conduit énormément de gens déçus du côté de l'extrême droite. Si cette victoire ne vient pas confirmer, pour l'inscrire dans la loi, une dynamique qui s'affronte au despotisme de fabrique. C'est ça. Et de fait, quand on regarde l'année 46, par exemple, là, on a une victoire électorale du Parti communiste qui est tout à fait efficiente quant aux conquis de prémices du communisme, même s'il ne s'exprime pas comme ça, puisque l'idéologie du parti est stalinienne, et donc on n'imagine pas que le communisme soit possible dans le capitalisme, mais il n'empêche que, de fait, la conscience de classe, ce n'est pas les idées qu'on a, c'est les actes qu'on pose, bien sûr. Et de fait, tout en ayant un discours, je ne sais pas quoi, on va libérer les vieux de la pauvreté, enfin, de ce que peut raconter Ambroise Croizat, de fait, il crée le salaire lié à la personne, et non pas au poste de travail, enfin, etc., enfin, des choses extrêmement révolutionnaires. Donc, et s'ils n'avaient pas été là, si les communistes n'avaient pas été là, sur des strapontins, ce que De Gaulle leur a filé en novembre 1945, après qu'ils aient eu 30% des voix aux premières législatives post-guerre, c'est-à-dire le travail, la santé, puis démerdez-vous avec ça, aucun ministère régalien, tout ça bien sûr. Il est d'ailleurs tellement excédé d'avoir dû nommer des ministres communistes que dès janvier 1946, il démissionne. Et donc les socialistes et les démocrates chrétiens, le MRP, qui restent au pouvoir avec les communistes en 1946, puisque les gaullistes ont disparu, s'organisent comme opposition à tout ce qui va se mettre en place à l'initiative des communistes en particulier. Ces partis-là sont absolument déterminés à ce que rien ne se passe. Le programme du CNR, leur ambition, c'est de ne surtout pas l'appliquer. Quand on regarde ce que fait le ministre de la Production industrielle, Robert Lacoste, qui s'illustrera ensuite, puisque c'est lui qui, comme délégué de Guy Mollet en Algérie, couvrira la bataille d'Alger, c'est-à-dire la torture avec nos amis Le Pen et compagnie. L'obsession de Lacoste, c'est d'étatiser l'énergie. Sûrement pas d'en faire, c'est de faire une entreprise publique, d'accord ? Le débat public-privé, c'est un débat capitaliste-socialiste. Il n'y a rien de communiste là-dedans. C'est des débats dont il faut que nous nous débarrassions. C'est très important. Et donc, l'obsession de Lacoste, qui est ministre jusqu'en novembre 1945, lorsque Marcel Paul, rescapé de Birkenau ou d'Auschwitz, je ne sais plus, rentre à l'été 1945. Mais Marcel Paul, qui va vraiment chercher à socialiser l'énergie, en donnant du pouvoir aux travailleurs, dans le décret de juin 1946 de l'EDF-GDF, est éliminé par Léon Blum dès décembre 1946. Il est là au pouvoir un an, c'est tout. Et qui revient en décembre 1946, Robert Lacoste, qui jusqu'en 1949 va être ministre indestructible de la production industrielle, qui va faire la provocation de remise en cause des conquis du statut des mineurs en 1948, pour, avec son copain Jules Mock, opérer cette violence énorme contre la grève des mineurs, pour casser la dynamique de prise de pouvoir des mineurs sur leur travail, qui était vraiment au cœur du statut
de 46. Donc il faut des victoires électorales, bien sûr, mais encore une fois, celles de 81, de 97 et de 2012 ont été ça n'a servi à rien. Ça a été même, d'un certain point de vue, catastrophique. Et il faut aussi prendre le pouvoir d'État, mais prendre le pouvoir d'État, c'est ce que Marx appelle le dépérissement de l'État. Le dépérissement de l'État, c'est pas la disparition de l'État. Dans le communisme, il y a de l'État, c'est-à-dire qu'il y a des fonctions collectives ayant force de loi. C'est indispensable. À l'échelle macro-sociale. C'est ce qu'on appelle État. Mais c'est un État sans appareil d'État. Les prémices de cet État communiste, de ce que Marx appelle le dépérissement de l'État, c'est lorsque les fonctions collectives ayant force de loi, les fonctions d'État sont faites sans appareil d'État, contre l'appareil d'État bourgeois. C'est le régime général de 47 à 67. Le régime général de sécurité sociale, c'est bien une fonction macro-sociale, collective, de socialisation du salaire, qui, à partir de la fin des années 50, est supérieure au budget de l'État, et qui est, alors pas totalement, mais enfin, qui a des prémices de gestion par les travailleurs eux-mêmes, des travailleurs élus lors d'élections régulières en 47, 55, 55, 62, avant que De Gaulle les supprime en 67. Là, on a un prémisse d'État communiste, lorsque ce sont des citoyens des intéressés eux-mêmes, disons, qui assument la responsabilité de cette fonction collective. Mais aujourd'hui, et le statut de la fonction publique a été fait pour ça, le statut de la fonction publique, on le raconte longuement dans le bouquin avec Bernard Vasseur, c'est le fruit de 150 ans de lutte. Dès le serment à l'empereur, au début du XIXe siècle, les associations fonctionnaires, puisque le syndicalisme n'existe pas encore à l'époque, puis ensuite il sera interdit pour les fonctionnaires jusqu'à la loi Torres d'octobre 46, qui la légalise. C'était déjà de fait, les syndicats les fonctionnaires avaient conquis de fait, c'est là, sur la prise de pouvoir sur le travail, justement. Alors que la loi interdisait qu'ils soient syndiqués, ils avaient conquis le fait d'être syndiqués. Mais après que, en 19, 1 million de fonctionnaires étaient mis à pied parce qu'ils avaient adhéré à la CGT, par exemple. Bon, c'est à partir de 24, premier gouvernement de gauche, disons que, de fait, les fonctionnaires vont imposer le syndicalisme à des gouvernements qui n'en veulent pas, et le syndicalisme fonctionnaire, disons, le statut de la fonction publique, tel qu'il a été vraiment élaboré, revendiqué par les fonctionnaires contre tous les gouvernements de la Troisième République, absolument tous. C'est un statut qui attribue le salaire à la personne des fonctionnaires, en faisant du grade. Alors c'est militaire comme vocabulaire parce que c'est né, pour une fort mauvaise raison d'ailleurs, la conquête de l'Algérie dans les années 30, 1830, pour les officiers de marine. Et ensuite ça a été étendu dans toute la fonction publique. Je raconte ça longuement dans Puissance du salariat par exemple. Un bouquin avec lequel j'ai quelques distances maintenant, je l'ai écrit il y a 25 ans, donc j'ai bougé depuis, heureusement, mais en revanche, la documentation qu'il y a, elle est là. Et puis, je ne connais pas d'autres bouquins qui rassemblent une telle documentation sur la cotisation, le statut de la fonction publique, la Sécu au XXe siècle, etc. etc. Bon. Je montre comment les fonctionnaires, c'est tout à fait explicite, conquièrent le salaire comme attribut de leur personne. C'est pas du tout l'attribut de leur poste de travail comme dans la convention collective. C'est un salaire dont ils sont propriétaires. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage chez les fonctionnaires. C'est pour ça que la retraite, c'est la poursuite du dernier salaire. C'est pour cela, sans cotisation du tout pour les retraites,
les fonctionnaires d'État, par exemple, il y a une fiction sur la feuille de paye qui est retenue pour pension civile, mais c'est une pure fiction. Il n'y a pas de caisse, il n'y a rien, c'est le Trésor public qui continue à payer les fonctionnaires jusqu'à leur mort. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de délai de carence, par exemple, en cas de congé maladie, parce qu'un fonctionnaire n'est pas du tout payé pour ce qu'il fait. Le fonctionnaire, il est payé pour une qualification dont il est porteur. Et c'est ça, les prémices du communisme, d'accord ? C'est nous mettre dans une situation telle que nous n'ayons pas à quémander nos droits économiques à un employeur. Encore une fois, si nous voulons être souverains, ou comme travailleur indépendant, à un fournisseur ou à un client, où on est dans la même aliénation. Les travailleurs indépendants sont aliénés au même titre que les salariés, parce que c'est leurs fournisseurs, leurs clients et leurs prêteurs qui décident en fait de ce qu'ils font. Et donc, qu'est-ce que c'est que le dépérissement de l'État? C'est quand des fonctionnaires sont à la hauteur de leur statut, ce qui n'est pas le cas. Donc les déjà là communistes sont une condition nécessaire mais pas suffisante. J'ai participé à la fin des années 90 à des tas de manifs, parce que j'étais invité par les organisateurs, des manifs pour la défense de l'hôpital public. C'est à la fin des années 90, j'ose pas évidemment, mais que on commence à détruire les hôpitaux, les maternités, un peu partout dans toutes les villes moyennes, d'accord, au nom des grands rassemblements, plus sûrs du point de vue technique, prétendument, enfin tous des trucs à l'avant-moelle-nœud qui ont suscité, suppression des maternités, en fait, etc., qui ont suscité beaucoup de mouvements de défense de l'hôpital public à la fin des années 90. Et donc j'ai été témoin de tas de manifs dans lesquels il n'y avait aucune fonctionnaire hospitalière, enfin aucun fonctionnaire hospitalier. Ils attendaient leur mutation. C'est quoi, en réalité, honorer le déjà là communiste du statut? C'est lorsque l'appareil d'État décide de fermer un hôpital, de continuer à le faire fonctionner, bien sûr. Lorsque l'appareil d'État décide de fermer une classe, de continuer à la faire fonctionner. Lorsque l'appareil d'État décide du programme d'histoire géo ou de SES, c'est de ne pas l'appliquer et de faire d'élire, je sais pas quoi, 50 collègues qui décideront du programme du programme national, il faudrait des programmes nationaux bien sûr, du programme que les professeurs appliqueront. C'est ça la prise du pouvoir d'État. Ça se fait par en bas, c'est lorsque les travailleurs se passent d'appareil d'État pour assumer des fonctions collectives. Ça n'a rien à voir avec la victoire de Mélenchon à la présidentielle. Ouais, alors... Ou de Roussel, mais enfin c'est moins vraisemblable. De toutes les sottises sur lesquelles nous sommes encore beaucoup. Alors que Marx, encore une fois, c'est le cœur de Marx. Le lieu du pouvoir, c'est le despotisme de fabrique, parce que le capitalisme, c'est le seul mode de production dans lequel il n'y a pas simplement exploitation, mais aliénation du travail. Alors, il y a deux questions qui me viennent en vous écoutant. Bon, la première, si je reformule un peu ce que vous dites, il faut sortir de l'électoralisme bourgeois, disons, ou de cette aliénation de notre puissance politique dans des figures qui incarneraient la possibilité d'un changement par l'État et par le haut, et aller agir directement sur notre lieu de travail, dans nos lieux de conditions de vie. Et en fait, quand vous dites que la prise de pouvoir de l'État, elle est nécessaire mais elle n'est pas suffisante, qu'elle doit accompagner un mouvement général des travailleurs de réappropriation ou de souveraineté sur leur travail, bah c'est un mouvement qui est c'est le mouvement de conscience de classe, comme vous dites. C'est un mouvement qui nécessite la conscience de classe des travailleurs. Et alors moi j'ai deux questions qui me viennent. La première, c'est aujourd'hui la conscience de classe des travailleurs est assez faible, inexistante, et dans la plupart des cas, on a un jeu d'électoralisme qui fait qu'ils s'aliènent leur puissance dans le vote, et dans la plupart des cas même dans le vote d'extrême droite, à cause du racisme, à cause de l'antisémitisme, à cause de toutes ces choses-là qui gangrènent la société. Et la deuxième question qui est sur cette conscience de classe, disons, c'est... déjà, elle est aliénée dans l'électoralisme, disons, mais si elle ne l'était pas, et qu'elle allait vers sa cible, donc la prise de pouvoir, bah, il y aurait en contrepartie la violence d'État qui serait exercée sur ces travailleurs. Et quand vous dites bah, on ne va pas appliquer le programme, on va choisir d'aller contre la loi, disons, établie par l'État, bah, on va subir le retour
qui sera la violence d'État. Ouais. Donc il y a ces deux problématiques-là que... Sur la seconde, moi, encore une fois, notre bouquin ne disqualifie pas le souci de victoire aux élections. On ne le disqualifie pas. C'est une dimension nécessaire, mais qui ne peut être que portée résultat de une mobilisation sur les lieux de travail. Sur le fait qu'il n'y aurait aujourd'hui pas de conscience de classe à propos de l'aliénation du travail. Je ne suis pas d'accord. Il y a d'abord, comme jamais, des dissidences. Nous, on parle dans le bouquin d'effervescence communiste, que la gauche radicale est absolument incapable d'assumer, parce qu'elle est prise dans la logique que j'ai socialiste, que j'ai, non pas communiste, que j'ai, y compris le Parti communiste, c'est un parti socialiste. Mais il y a une effervescence considérable qui se manifeste par des ici et maintenant confinés dans la marge, d'accord, mais des ici et maintenant alternatifs de personnes qui sont absolument déterminées à ne travailler que selon leur déontologie, ce qui est le cœur du communisme. La création de ce lieu est un lieu d'effervescence communiste, d'accord. Il y en a des quantités. Et j'ai bien aimé le mot de contre-lieu de votre, de la personne qui ne pouvait pas être là ce soir, parce qu'on parle souvent de tiers-lieu. Il faut réfléchir à le vocabulaire pour ce genre de choses, mais le nombre, bon, ça avait défrayé la chronique, ces diplômés de Paris Agritech qui diront on ne fera pas la merde qu'on nous a enseigné pour l'agro-business, on fera autre chose. Mais enfin, c'est quelque chose qu'on constate absolument partout. Donc jamais il n'y a eu une telle dissidence sur le cœur du capitalisme, c'est-à-dire le sens du travail, la décision sur le travail. Jamais il n'y a eu une telle dissidence. J'ai envie d'être d'accord avec vous, d'autant que vous prenez notre exemple. Nous, on est justement le diplômé des grandes écoles, des universités, tout ça, et on s'est dit, on ne va pas rentrer directement dans cette vie, et on va faire celui-là, quitte à trouver des arrangements, à travailler le soir, à travailler tel moment, etc., pour pouvoir faire cette chose-là. Mais à la fin des fins, on est tenu par un impératif économique. Il faut qu'on paye le mur, qu'on paye le loyer, etc. Et on travaille à faire vivre cette effervescence communiste aussi au prix personnel de plein de choses. Oui, je suis d'accord, et on ne fait pas une société avec des héros, on fait une société avec des gens ordinaires, et donc c'est pour cela que un réseau salariat, par exemple, et pas que un réseau salariat, dans des tas de lieux, on réfléchit à des institutions macro qui permettent de sortir de la marge toute cette dissidence. Une sécurité sociale de l'alimentation. Dieu sait si en matière d'alimentation, il y a une dissidence considérable, mais du côté de la production, je ne parle pas des mangeurs, je parle du côté de la production, il y a une dissidence considérable, aussi bien pour la production des biens alimentaire que pour sa distribution ou pour la restauration. Donc une dissidence qui peut être d'ailleurs assumée par des municipalités. Il y a des communautés de communes en région parisienne qui ont largué Sodexo, qui sont revenus à la régie publique et qui organisent avec une démocratie, avec les associations de parents d'élèves, etc., qui organisent des prémices de sécurité sociale de l'alimentation qui sortent de l'alimentation de l'agro-business. Donc, moi je pense que la conscience de classe, si par conscience de classe on entend les actes que posent toutes ces dissidents, elle me paraît beaucoup plus forte que jamais. Et dans les syndicats ou dans les lieux classiques de travail, c'est-à-dire les services publics et les entreprises, oui, il y a actuellement effectivement un essoufflement syndical parce que précisément la question du contenu du travail n'est pas abordée. Et alors on est là dans la gestion de la souffrance au travail. Je suis invité de temps en temps dans les lycées.
j'étais encore dans un lycée à Angers la semaine dernière. On a des profs qui sont dans la plainte, hein, ils sont dans la souffrance au travail, plutôt que de prendre le pouvoir sur leur travail, alors qu'ils ont le statut qui, collectivement, moi j'appelle pas du tout à la résistance individuelle qui va emmener des gens à l'échec, hein, mais au casse-pipe, mais qui collectivement, je veux dire, on sous-estime notre puissance. Hein. C'est nous qui faisons le boulot, d'accord ? Et la bourgeoisie, qu'elle soit dans sa variante capitaliste ou dans sa variante socialiste, n'existe que parce que nous acceptons l'aliénation du travail. Et que si nous ne l'acceptons pas, nous sommes dans l'exit. C'est très bien l'exit. Moi, il faut, encore une fois, je salue comme communiste, je vous salue comme communiste, en fait, etc. Et puis, j'ai pas de leçon à donner. C'est pas du tout évident de sortir de l'exit. Mais la responsabilité syndicale ou politique, normalement, c'est que ce soit du voice, que ce soit dans les entreprises, dans les services publics, que la détermination à prendre le pouvoir sur le travail, c'est-à-dire d'assumer notre puissance. Toute la façon dont nous avons été élevés, on élit des délégués de classe dès la maternelle. Enfin, pour s'impuissanter, on ne fait pas mieux quand même. Et puis il y a les notes, il y a l'apprentissage de la compétition sur le marché du travail plutôt que de la collaboration pour être co-responsable, etc. Enfin, le système éducatif est complètement foireux du point de vue communiste, du point de vue de l'apprentissage de l'exercice de la responsabilité collective sur la production. Donc, oui, de fait, aujourd'hui, on s'en tire par la souffrance au travail. Hein, ce concept que je conteste complètement. Pour moi, c'est aussi dégueulasse que l'hystérie féminine ou les troubles de la ménopause. Quoi, hein, c'est cette psychosocialisation de rapports sociaux, de la violence de rapports sociaux. Alors, on naturalise ça en médicalisant. Enfin, on fait venir des psychologues dans les entreprises. Enfin, vraiment de la merde, d'accord, qui n'est pas combattu, hein, parce que nous sommes dans le socialisme, hélas. Et le socialisme ne peut pas être la réponse au capitalisme. C'est impossible. Puisqu'il nous laisse dans la même aliénation, dans la même impuissance. Alors que c'est nous qui sommes puissants, puisque c'est nous qui faisons le boulot, enfin. Il y a deux questions que je pose généralement à mes intervenants aussi. Mais là, j'ai l'impression que vous avez répondu. Je leur demande quel est le sujet révolutionnaire et où trouver l'énergie révolutionnaire. Et vous, quand vous parlez du travailleur dissident qui renonce à ce système, il est là. Et la question de l'énergie, elle est collective nécessairement, elle nécessite des institutions. Et là, les syndicats, mais il faut qu'on fasse le boulot, quoi. Il faut qu'on s'y mette et qu'on crée ces réseaux de solidarité, ces choses-là. Je ne sais pas si si on peut ouvrir la discussion dans le public, si quelqu'un a une question, une remarque. Une objection, enfin un témoignage, enfin tout ce que vous voulez. Ouais. Moi j'aurais une question par rapport au début de la rencontre où vous aviez proposé la suppression du contrat pour empêcher les mécanismes d'aliénation au travail. Je me demandais, en fait, je me posais la question des conséquences de ce genre de proposition parce que faut pas être naïf non plus. Le contrat, d'accord, il est comment dire, donné il est prévu par l'employeur. Il va donc statuer du niveau de la rémunération, etc. Mais il prémunit aussi l'employeur de totalement mésemployer justement, parce qu'il y a une protection qui est aussi prévue par ce contrat, qui fait office en fait d'une trace écrite de la relation qui est instituée entre la personne salariée et la personne salariée. Et donc, si on supprime complètement le contrat, finalement, il n'y a pas de trace écrite qui stipule que aussi je vous protège au travail. Donc, par conséquent, j'agis comme je l'entends, avec la force de travail que vous m'offrez. Et je voulais savoir en fait si... parce que cette suppression-là, ok, on pourrait la comprendre aussi comme finalement, c'est aussi une proposition anarchiste, dans la mesure où on stipule que les deux personnes se comporteraient bien, qu'elles sont capables d'interagir de manière un tant soit peu morale au travail. C'est pas le cas dans les faits.
Merci beaucoup de vos interventions parce que je voudrais préciser que je n'ai pas du tout proposé la suppression du contrat. Absolument pas. Et votre réaction est très juste. Alors, ce serait une catastrophe si on supprimait les contrats. Le contrat, c'est le grand conquis des travailleurs. C'est le Code du travail de 1910. L'obsession de la bourgeoisie, c'est d'inscrire les rapports de travail dans la fiction de l'égalité des parties du droit commercial. Alors que la grande conquise, c'est le contrat de travail. Et ce que je dis n'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit au début. Ce que nous mettons en cause dans le bouquin, c'est que le contrat de travail, c'est le support des droits salariaux. Ok. Que le contrat de travail soit le support du salaire. C'est ça que et on affronte très directement la question que vous posez. Et merci de l'avoir posée, ou l'objection que vous avez faite, c'est très important. Il y a la gauche radicale, enfin, encore une fois, je ne parle pas des autres, la gauche radicale qui est socialiste et non pas communiste, y compris quand le parti est communiste. Et je mets le NPA dans l'affaire, enfin, etc. C'est pas que les socialistes et les communistes. Je disais pas que les socialistes, n'en parlons pas, non, c'est des gens de droite, mais je parle de LFI et des communistes. Le NPA est sur le même trip, tout ça on est sur le même trip. Le NPA est pour l'interdiction des licenciements, par exemple. Nous disons dans le bouquin qu'il ne faut pas confondre deux droits. Deux droits qui sont également nécessaires, le droit au contrat et le droit au salaire. Dans le capitalisme, déjà fortement mis en cause par le contrat de travail, que les employeurs, parce que justement, ils les obligent à toute une série à une série de choses dont ils cherchent à s'exonérer en permanence. L'invention de l'insertion des jeunes, l'invention des seniors, tout ça c'est pour sortir du contrat de travail. La sous-traitance en cascade, etc., etc. Le contrat de travail, c'est un énorme conquis qui sort les rapports de travail de l'illusion de l'égalité des parties du droit commercial, dans lequel la bourgeoisie veut toujours inscrire les rapports de travail. Vous voyez l'industrie de plateforme, c'est du droit commercial, enfin tout est droit commercial, bien sûr. Dans le rêve du capitalisme, c'est d'inscrire tous les rapports de travail dans le capitalisme. Donc le contrat de travail, c'est précisément ce qui sort les rapports de travail de cette fiction de l'égalité des parties, et au nom de la subordination, qui est effectivement au cœur du contrat de travail, des tas de droits ont été conquis. Des droits de durée du travail, des droits de respect de la santé au travail, des droits d'institution portative du personnel, etc. etc. Toutes choses que les travailleurs indépendants, tous ceux qui sont dans la fiction du droit commercial, n'ont jamais conquises. Donc, le droit au contrat de travail est un droit fondamental. Et qu'il y ait un service public de la qualification, pas un service public de l'emploi, pas France Travail, Famille Patrie, rien de tout cela. Un service public de la qualification. L'emploi, c'est un conquis. L'emploi, c'est lorsque le salaire est assis sur le poste de travail. C'est là qu'il y a emploi. Alors que, avec respect du salaire de la convention collective qui s'impose à l'employeur, respect des règles du Code du travail, respect des cotisations sociales. Là, on peut parler d'emploi. Le mot emploi n'a pas, au sens de l'INSEE, toute situation de travail, c'est un concept tellement large qu'il n'a aucun intérêt, évidemment, analytique. L'infra-emploi, c'est le travail indépendant, c'est tout ce qui s'inscrit dans le droit commercial, tout ce qui maquille les rapports de travail dans le droit commercial. Donc c'est les CDD de mission, dont les jeunes en insertion, cette invention répugnante, l'insertion des jeunes, puis on est jeunes longtemps, jusqu'à 35 ans on est jeunes, c'est très long d'être jeune aujourd'hui. C'est-à-dire d'être exclu du conquis de l'emploi, c'est-à-dire
d'un salaire qui n'est pas lié à une mission. Ça, c'est le salaire capitaliste. Hein. Voilà. Je suis payé pour faire telle tâche qui met en valeur du capital. Le salaire à la tâche, c'est le cœur du capitalisme. Et c'est pour ça que le travail indépendant, c'est la forme canonique de mise au travail dans le capitalisme. Puisqu'ils sont payés à la tâche, les indépendants. Et si les salariés qui ont un emploi, c'est-à-dire un CDI, avec un salaire respectant la convention collective, ont conservé 84% de leur salaire dans le confinement, quoi qu'ils aient fait, y compris rien, c'est parce que nous avons conquis un salaire qui n'est pas du paiement à l'acte. Un salarié du privé qui n'est pas en mesure d'insertion, hein, parce que ceux-là, ils sont totalement soumis au salaire capitaliste, d'accord, hein, au paiement à l'acte. Mais un salarié du privé qui est en CDI avec un salaire de la convention collective, il n'est pas du tout payé pour ce qu'il fait, il est payé pour la qualification de son poste. Là, nous avons une première libération. C'est pour cela que le patronat est tellement en guerre contre la qualification. Une guerre permanente. La convention collective de la métallurgie, dans ses dernières moutures, le mot qualification a disparu, etc. Le patronat parle de compétences, de machin comme ça, savoir-être, savoir-faire, enfin toutes les conneries habituelles. Et si la CGT n'en est pas restée à l'emploi, si elle est allée au-delà de l'emploi, c'est parce que nous ne maîtrisons pas le support des droits qu'est le poste de travail. On ne le maîtrise pas. Ce n'est pas nous qui décidons ni de son implantation, ni de son contenu, ni de son titulaire. Donc l'obsession pour la CGT, ça a été de faire passer la qualification du poste à la personne. Et c'est la fonction publique, etc. D'accord ? Et là, moi comme fonctionnaire d'État, enfin, après 13 ans de contractuel, où là j'étais effectivement payé sur un mode d'infra-emploi. Comme fonctionnaire d'État, je n'ai jamais eu de contrat de travail. Ce n'était pas mon contrat de travail qui décidait de mon salaire. C'était ma qualification dont j'étais porteur. Parler d'État employeur, c'est faire partie de cette façon de piétiner tous les déjà là communistes qui ont été. L'État n'est pas employeur. C'est ça qui est intéressant. C'est que nous avons réussi à... Sauf pour les contractuels. Sinon, nous avons réussi à conquérir un dispositif qui est au-delà de l'emploi. Donc il faut bien distinguer deux choses. Le droit au contrat, d'une part, pour effectivement nous protéger face à l'entreprise ou à son employeur, je ne sais pas quoi, ou protéger le collectif de l'entreprise face à un nouvel arrivant défaillant, enfin, etc., etc., etc. Donc ça, c'est qui est contrat de travail qui définissent ce que la personne va faire, ses responsabilités, etc. Oui, mais en aucun cas le contrat de travail ne doit être le support du salaire. Le salaire doit avoir comme support la personne. C'est le cas du tiers des plus de 18 ans aujourd'hui. Le tiers des plus de 18 ans aujourd'hui ont un salaire qui est un attribut de leur personne, que ni l'État ni le marché ne peut leur piquer, et qui ne dépend d'aucune allégeance à quelques prêteurs, acheteurs, fournisseurs ou employeurs que ce soit. C'est les 5,7 millions de fonctionnaires, c'est tout ce qui reste des salariés à statut, EDF, GDF, RATP, SNCF, Poste, France Télécom, qui ont été copiés sur le statut de la fonction publique, essentiellement en 1946 à l'initiative des communistes. Et puis c'est sur les 17 millions de pensionnés, de retraités, il y en a 9 qui ont une pension égale ou supérieure au SMIC. En dessous du SMIC, on va pas parler de salaire, bien sûr. Ça fait quand même 17 millions de personnes, le tiers des plus de 18 ans. Aujourd'hui, les déjà là communistes, c'est pas un truc marginal, hein, pas du tout. Ce qui est de désastreux, hein, c'est que munissent là les organisations de classe préconisent le socialisme. C'est ça qui est dramatique. Donc en aucun cas il s'agit de supprimer le contrat. Ouais.
Et il s'agit de faire que le contrat ne soit pas le support des droits économiques. On ne doit tirer aucun droit de l'entreprise où on est. En revanche, l'entreprise devient le lieu où on exerce ses droits. C'est tout à fait différent. Ce n'est pas un lieu dont on tire des droits, ce qui est le cas dans le conquis de l'emploi. On tire des droits de l'entreprise où on est. D'ailleurs, des droits différents, avec des conventions collectives de niveaux différents. Quand on est dans l'hôtellerie-restauration, c'est pas la même chose que si on est à l'EDF, d'accord. Et l'entreprise doit... dans le bouquin aussi, hein, je fais du teasing pour le bouquin aussi, parce que le bouquin ne se vend pas tout seul, hein, mais dans le bouquin, avec Bernard Vasseur, qui était le secrétaire de Marchais, c'est intéressant, vous voyez. Ça suppose une sacrée évolution pour qu'on fasse un bouquin ensemble. Il a d'ailleurs pu me dire que dans le bouquin que tous les communistes de mon âge ont vendu surabondamment en 1974, le défi démocratique, où Marchais présente le programme commun de la gauche, il n'y a pas une fois le mot communiste. Pas une fois. Roussel, c'est un pénitent candidat du Parti communiste à la présidentielle qui n'en rate pas une encore sur le racisme anti-blanc. Enfin, on ne sait jamais où il va tomber, ce mec. Il a eu cette phrase, c'est un membre du Parti communiste qui parle, je le précise, hein. Il a eu cette phrase pendant la présidentielle: vous ne voulez pas voter communiste, mais votez pour moi. Et c'est tout à fait sincère. Le communisme n'est pas à l'ordre du jour, c'est le socialisme, d'accord? Quand est-ce qu'on sortira de cette impasse pour mettre le communisme à l'ordre du jour? Il y a juste le sujet. Oui, puis une réflexion, parce que je pense que ce que vous dites est partagé avec plaisir d'entendre un contre-discours comme ça qui est souvent mis sous les radars, voilà, donc quand on ouvre la presse ou n'importe quel média. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait peur à la classe dirigeante d'écouter un peu plus ce discours, enfin à la bourgeoisie qui a les leviers de pouvoir, qu'est-ce qu'elle a à perdre en fait dans cette histoire? Je m'explique, c'est-à-dire, elle a les pouvoirs aujourd'hui, elle voit d'un mauvais œil le fait qu'effectivement on lui conteste ses pouvoirs par une organisation du travail, comme vous l'avez indiqué, par le choix de ce qu'on fait. J'ai l'impression que fondamentalement ce qui lui fait peur, c'est pas, oui, à court terme, c'est de perdre un salaire plus fort parce que je suis manager, enfin, les symboles un peu factices en fait de ce pouvoir-là, mais fondamentalement, est-ce que ce qui leur fait pas peur, c'est de dire la société va s'auto-organiser de manière collective et non pas pyramidale, hiérarchique, etc. Donc cette espèce de grande peur un peu comme une peur millénariste, je sais pas, mais c'est une peur qui ne me paraît pas rationnelle en réalité, parce que finalement, c'est aussi un... Voilà, je sais pas ce que... Si vous auriez, au fur et à mesure d'avoir regardé aussi la classe dirigeante de votre point de vue communiste, est-ce que vous avez une explication de cette psyché-là parce que je la sens, moi, chez mes amis qui sont dirigeants, c'est cette énorme peur de penser que l'auto-organisation collective est possible. C'est-à-dire qu'on nous dénie le fait, enfin, on dénie à la population le fait de pouvoir s'organiser intelligemment. C'est pas pour eux, quoi. Écoutez, je n'ai pas fait de travaux qui me permettent de répondre à votre proposition, ou enfin plutôt j'y fais écho, hein, je pense que ce que vous dites est exact. Tout ce que je peux dire, c'est que dans la mesure où, encore une fois, le cœur du capitalisme, c'est pas l'exploitation, c'est l'aliénation, évidemment, tous ceux qui proposent une sortie de l'aliénation va être entièrement vécu par cette bourgeoisie comme attaquant le cœur de son pouvoir, c'est évident. Alors que une fiscalité, prendre l'argent soit où il est, ils n'aiment pas, mais c'est pas vécu comme attaquant le cœur de son pouvoir. C'est qui attaque le cœur. Regardez ce qui s'est passé pendant le confinement, ou des choses dont j'ai été témoin, mettons à Airbus à Toulouse pendant le confinement, ou dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, pendant le confinement, le premier confinement, celui de mars à juin, les gestionnaires, les directeurs d'hôpitaux sont dans les choux. Martin Hirsch, l'inénarrable directeur de la PHP, va sortir au mois d'août un bouquin. Il n'a pas dû bosser beaucoup, hein, de mars à juin pour sortir un bouquin en je ne sais plus quoi, le frémissement du nénuphar, enfin une connerie dont Hirsch est capable.
Et donc, mais qu'est-ce qui s'est passé en juillet? Et donc, dans des situations dramatiques où ils ont dû faire des choix épouvantables, laisser mourir tous ceux qui avaient plus de 90 ans, enfin, etc., les soignants, les soignantes ont retrouvé du pouvoir sur leur travail. En juillet, tous celles et ceux qui avaient relevé la tête ont été convoqués par les gestionnaires revenus dans leur bureau, intimidés, déplacés, enfin, etc. À la même époque, voilà que l'intranet d'Airbus s'ouvre. Et vous avez des propositions. Enfin, les salariés de l'aéronautique sont les mieux placés pour savoir les enjeux écologiques incroyables de l'aviation. Et donc la nécessité d'arrêter d'envoyer des avions dans le ciel comme des cons. Surtout pour un tourisme international qui détruit tout sur son passage. Hein. C'est une calamité. Et donc, ils ont fait des tas de propositions, hein, à la fois de démantèlement, il y a une partie de l'outil qui doit être démantelée, et puis d'affectation à autre chose, cet outil magnifique de point de vue technologique, pour sortir Toulouse de la mono-industrie, en fait, il y a eu plein de propositions. Fin du confinement, interruption de l'autorisation de s'exprimer sur l'intranet, intimidation de tous ceux qui l'avaient fait, qui rentrent dans la clandestinité au moins s'agissant de leurs propositions, enfin, etc. Le cœur de la lutte de classe, c'est la prise de pouvoir sur le travail, c'est évident. Et donc, votre question, elle en appelle une autre aussi chez moi, c'est pourquoi est-ce que la bourgeoisie n'aime pas la proposition de prise de pouvoir sur le travail, ça me paraît évident. Moi, ce qui m'interroge plus, c'est pourquoi cette proposition est si peu populaire chez les travailleurs eux-mêmes. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il y a une telle acceptation de travailler dans la souffrance, comme on dit. J'habite dans une région ciottiste qui pratique la chasse aux migrants. Et donc, on a une armée d'occupation dans la toute petite vallée où j'habite, à la frontière italienne. Donc, il s'agit de refouler les migrants en Italie. On dépense 60 000 € par jour dans cette toute petite vallée pour entretenir 400 flics toutes les congrégations de flics, de militaires, enfin vraiment des jeunes gens de 30 ans qui acceptent de faire ce sale boulot. Enfin, pour moi, ça pose des questions, y compris morales. Et donc, et qu'on change tous les 3 mois, tellement ils sont impopulaires. Ils sont impopulaires parce que ils font des checkpoints. Alors, nous ne sommes pas en Palestine, d'accord, mais ils font des checkpoints qui, dans le sens Italie-France, arrêtent les voitures, puis il faut ouvrir son coffre pour montrer qu'on n'a pas de migrants dedans. Et puis la ligne de chemin de fer que la SNCF veut supprimer, et la région n'est pas à gauche, la région sud, PACA. Les trains sont régulièrement mis en retard par l'arrivée de trois gendarmes qui viennent demander les papiers à ceux qui sont dans le train, régulièrement. Un jour, je me trouve dans cette situation-là. Je suis un vieux militant politique, je ne cherche pas à négocier en catimini avec les Pandores ce qui va se passer. Je me lève, je sais qu'ils savent qu'ils sont impopulaires, je parle très fort, je dis non, je ne vous montrerai pas mes papiers, vous faites un boulot de merde, enfin un truc un peu fort, quoi. Et la réponse des gars, c'est nous faisons notre travail. Nous faisons notre travail. Quelqu'un qui répond « je fais mon travail », c'est quelqu'un qui fait de la merde, qui sait qu'il fait de la merde et qui continue. C'est ça la réponse « je fais mon travail ». Et donc c'est ça qui, moi, me trouble, plus que le fait que la bourgeoisie n'aime pas la prise de pouvoir sur le travail, c'est que nous soyons si peu amoureux de la liberté au travail. Alors vous avez
émis le fait qu'il fallait moins aller voter ou du moins privilégier l'action sur le lieu de travail. Mais est-ce que ce serait pas mieux justement d'essayer de construire et de renforcer ce sentiment d'appartenance de classe pour essayer justement de faire remonter dans les urnes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un système qui privilégie, où les décisions sont prises principalement par le vote. Et est-ce que ce serait pas mieux, ou du moins essayer de converger à la fois l'action micro et macro pour maximiser les chances de réussite? Alors pour ce que j'entends dans votre question, je ne suis pas sûr de l'honorer correctement, mais pour ce que j'en entends, macro-micro, c'est toutes les propositions que nous faisons à Réseau Salariat, par exemple, encore une fois, il n'y a pas que nous, hein, de transposition dans tout un tas d'autres productions de ce qui s'est mis en place dans les années 60 en matière de production de soins. Donc mise en sécurité sociale, de l'alimentation, de la culture, du transport, des services funéraires, enfin il y a toute une série de propositions, de l'habitat bien sûr, que nous faisons à Réseau Salariat dans des groupes thématiques que je vous invite à rejoindre si ça vous intéresse, de participer à un intellectuel collectif justement qui essaye de faire des propositions communistes, de l'éducation populaire autour du communisme. Ce qui se passe dans les années 60, c'est précisément un dispositif macroéconomique dont on pourrait s'inspirer pour sortir toutes ces expérimentations micro, hein, qui sont nécessaires. Moi, encore une fois, je les salue, hein, tous ces espaces d'alternatives microéconomiques, de contre-lieux, enfin, etc. Tout ça, c'est effectivement décisif. Il faut que tout ça se traduise matériellement dans les faits, bien sûr. Mais sortir de la marge de tout cela, nous avons les institutions qui ont été mises en place pendant 20 ans pour produire les soins, et qui ont été ensuite soigneusement combattues, partiellement détruites évidemment par la classe dirigeante. Au début des années 50, aussi bien les soins ambulatoires que les soins hospitaliers, c'est zéro. D'une part parce que jusqu'en 1941, à l'hôpital public, il faut être indigent pour y aller. Donc des lieux pour indigents, ce n'est pas des lieux de haute technicité, évidemment. Et 10 ans après la levée de la condition d'indigence en 1941, les hôpitaux restent quand même des choses extrêmement médiocres, avec très peu de personnel, des gens de bonne volonté, hein, des religieuses en particulier, mais enfin, les compétences techniques sont discutables. Et puis, vous avez du côté ambulatoire peu de choses aussi, parce que le syndicalisme des médecins, des infirmiers, des kinés, etc., se construit dans les années 30 pour refuser le conventionnement avec les assurances sociales de 1928-30, au nom de la liberté tarifaire. Au nom de tarifs appliqués avec tact et mesure, c'est ce qui va s'élaborer comme discours, on refuse de passer convention avec l'assurance maladie, parce que là, il faut respecter une nomenclature d'actes et le prix des actes. Moyennant quoi, ils ne sont pas remboursés. Donc, il y a très peu de soins ambulatoires, sauf lorsque des mairies ont installé des offices d'hygiène sociale, des centres de santé gratuits, et puis Pétain a créé la médecine du travail, la PMI, des machins comme ça, mais c'est très peu de choses, c'est extrêmement peu de choses. Donc nous partons de pratiquement rien, au point que la cotisation des assurances sociales de 1930, puis du régime général de 1946, qui va à la santé, est extrêmement excédentaire, hein. On n'a pas encore la distinction des budgets que De Gaulle va imposer en 67, enfin les mesures de 67 sont absolument calamiteuses, hein. Et donc la cotisation santé finance le déficit des allocations familiales qui sont le cœur de la sécurité sociale dans les années 40-50. Et donc le miracle qui va s'opérer, puisque au début des années 80, on va être pendant des décennies au premier rang mondial, je ne minimise pas les rangs mondiaux, les classements mondiaux, mais quand même, ça signifie qu'il y a eu quand même un passage de zéro à l'infini
dans la production de soins, on va être au premier rang pour des décennies. Je ne connais plus maintenant, parce qu'encore une fois, la classe dirigeante s'est obstinée à en finir avec ce déjà-là communiste de la sécurité sociale du soin, dont nous préconisons qu'on s'inspire pour sortir toutes les productions aujourd'hui d'énergie, de transport, d'habitat, qui sont faites sur un mode communiste, par des travailleurs dissidents décidés à ne pas produire de merde pour le capital, sortent de la marge, d'accord. Parce que nous avons inventé là des institutions macro absolument remarquables. On n'est pas plus con que nos anciens, on peut parfaitement les reproduire aujourd'hui, à condition encore de les porter, ce qui n'est pas le cas, évidemment, à gauche, puisqu'elle est socialiste. Et donc la sécurité sociale du soin, elle va complètement, d'abord, elle repose sur des délibérations démocratiques. C'est au moment où les travailleurs sont encore en train de gérer le régime général que ça se fait. C'est De Gaulle qui supprimera la gestion en 67 par les travailleurs du régime général. Donc là, il y a une première condition, c'est qu'il y ait une élaboration démocratique, des modes d'assemblée qui permettent de décider de ce qui va être produit dans tel ou tel secteur et sur tel ou tel territoire. Deuxième principe, c'est celui de l'avance des salaires à la place de l'avance du crédit. Dans le capitalisme, je l'ai rappelé tout à l'heure, parce que c'est un des fondements de la domestication des travailleurs, de leur dépossession de l'acte même de travail. Dans le capitalisme, nous sommes endettés avant même de commencer à travailler. Et pour avoir enseigné l'économie à l'université pendant 30 ans, avant d'en finir, j'en pouvais plus quand même. Donc je suis passé à la socio, parce que même en trichant, le système enfin bon, bref. Je ne commande pas ce que c'est que l'économie à l'université, si, je peux le dire, les étudiants de première année sont bons, ceux de M2 sont absolument nuls. Ils ont été formatés de façon incroyable par des connards. Et donc, alors, le cours de micro en première année, le producteur, le consommateur, la préférence pour le loisir, une série d'insanités enseignées par des gens prétentieux qui parlent de science, enfin bref, n'insistons pas. L'enseignement nous dit qu'il faut une avance monétaire pour toute production, ça c'est évident, il faut une avance monétaire pour toute production, et cette avance monétaire ne peut être qu'à crédit. Soit par création monétaire qui ne peut être qu'à crédit, soit par prêt du marché des capitaux. Donc on enseigne comme une réalité naturelle la domestication préalable des travailleurs qui sont endettés, alors que c'est eux qui produisent la valeur, ils sont endettés avant même de commencer. Or, ce qu'il y a et la gauche socialiste préconise un pôle public bancaire, préconise toujours l'endettement préalable des travailleurs. Mais ce sera un bon prêteur, parce que ça va être public, parce que ça va être l'État. Enfin bref, toutes ces divinités socialistes qui empêchent de construire le communisme. Et donc, ce qui est de spectaculaire, vraiment, dans un dispositif où on a construit les CHU, c'est-à-dire qu'on a lié l'hôpital qui était un lieu de relégation et l'université, d'accord. Les CHU qui sont le plus gros employeur dans toutes les villes moyennes en France, enfin les villes, les chefs-lieux de département, etc. Bon. On a transformé tous les hospices en hôpitaux locaux, créé des maternités à l'appel, fait passer les hôpitaux psychiatriques de l'aide sociale à l'assurance maladie. Enfin, il y a eu des mutations absolument considérables. Le financement n'a pas fait appel au marché des capitaux, du tout. Il n'y a pas eu d'endettement auprès des marchés des capitaux. Il n'y a pas eu de partenariat public-privé. Enfin, toutes ces institutions qui accadent aujourd'hui les hôpitaux de dette. Et
l'appel au crédit public existe, il y a la Caisse des dépôts et consignations intervient, mais pour l'essentiel, cette énorme dépense est faite sans aucun crédit. Enfin si, encore une fois, il y a du crédit, un peu de crédit public, mais ce qui m'intéresse, c'est la nouveauté communiste hein, qui jaillit de nos sociétés. Pourquoi ça? Parce que la caisse d'assurance maladie est extrêmement richement dotée et qu'elle va avancer les salaires des ouvriers, des ingénieurs qui construisent les CHU, les outils médicaux, et puis avancer les salaires des soignants, des gestionnaires des établissements, etc., etc. C'est-à-dire que l'avance des salaires se substitue à l'avance du crédit. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'on pose comme préalable à toute production, non pas du crédit, mais des salaires. C'est plus le salaire résultat, ce qu'il y a dans le capitalisme et dans le socialisme. C'est le salaire préalable, ce qu'il y a dans le communisme. C'est ça la contradiction de la contradiction, d'accord ? Et le salaire préalable qui est rendu possible parce que la hausse des salaires dans les années 50, à partir de la fin des années 50 jusqu'au début des années 80, elle se fait sur le salaire direct, celui qui va au compte postal, mais d'abord sur le salaire socialisé. Vous avez une hausse massive du taux de cotisation entre la fin des années 50 et le début des années 80. Le taux de cotisation, c'est-à-dire au numérateur, cotisation patronale plus cotisation salariée, et au dénominateur salaire brut du salarié, le taux de cotisation, alors pas qu'à l'assurance maladie, hein, santé, famille, vieillesse et chômage à partir de la fin des années 50, le taux de cotisation passe de 33% du salaire brut, il ne bouge pas dans les années 50, ce qui est déjà un énorme progrès par rapport à 44-45, hein, à la libération, enfin, les communistes font passer le taux de cotisation de 16 à 33%, ce qui est énorme, 46. Dans un pays dévasté, enfin, etc. On nous dit que c'est impossible. Bien sûr que si, que c'est possible, et ça a été même extrêmement fructueux, évidemment. Bon, cela dit, le régime général ne connaît pas de hausse de taux de cotisation dans les années 50, et il est donc à 33%, et au début des années 80, il sera de 55% du salaire. Vous avez une hausse massive de taux de cotisation, mais parce que vous avez une mobilisation permanente.